Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Cela fait un certain temps depuis notre dernier podcast et nous nous en excusons, mais l'année 2024 s'est avérée difficile et nous n'avons malheureusement pas pu trouver le temps de clore certains des sujets dont nous avons parlé. Nous avons le temps de notre côté. Ainsi, au lieu de faire l'habituelle revue de l'année 2024 que vous trouverez partout sur YouTube, nous aimerions commencer 2025 avec un événement qui s'est produit il y a environ un siècle. Il s'agit du débat bien connu entre Albert Einstein et Henri Bergson concernant les différences entre le concept de Bergson d'un temps unique et de multiplicité de durée et la théorie de la relativité générale d'Einstein qui propose une multiplicité de temps dans l'extension ou en d'autres termes, dans l'espace. Et pourquoi ce choix pour commencer la nouvelle année ? Il nous semble qu'après plus d'un siècle, ces problèmes fondamentaux ne semblent pas résolus et que le fossé entre la science et la philosophie s'est encore creusé. La science d'aujourd'hui, en tant que machine de vérité, semble être en bien mauvais état, car elle semble avoir supposé que la métaphysique ne peut appartenir qu'à son domaine empirique. Oui, la relativité générale d'Einstein a réellement fonctionné dans le monde empirique, et Bergson a été progressivement rejeté comme une sorte de fou spiritualiste, malgré son renouveau pour Deleuze. Il semble que ce soit un problème éternel, la science qui refuse le transcendantal et la philosophie qui sape la validité de l'extension par rapport à un temps qualitatif. Notre camarade, Deria, nous donnera une brève explication des événements du débat, puis nous examinerons quelques-uns des concepts généraux qui sont en eux-mêmes très intéressants. Je proposerai une notion très simple appelée « temps du chien », qui nous aidera ou non à mieux comprendre la notion de durée de Bergson et la façon dont toutes les choses, vivantes ou non, participent au temps d'une manière différente. Notre objectif n'est pas de résoudre le problème, mais plutôt de le garder frais à l'esprit. Nous espérons développer ce podcast autant que possible, le rendre plus efficace et, nous l'espérons, plus provocateur. Et maintenant, place à Deria et au grand débat. La rencontre historique entre Albert Einstein et Henri Bergson, le 6 avril 1922, reste un événement majeur à l'intersection de la science et de la philosophie. Cette rencontre a eu lieu à la Société française de philosophie à Paris, où Einstein a donné une conférence sur la théorie de la relativité et où Bergson a apporté une réponse philosophique. Au cœur de leur débat se trouve le concept philosophique de « durée », une notion centrale dans la philosophie de Bergson, et la vision du temps d'Einstein, telle qu'elle s'exprime dans ses théories révolutionnaires de la relativité restreinte et de la relativité générale. Leur échange a mis en lumière de profondes tensions entre les perspectives scientifiques et philosophiques sur le temps, la réalité et l'expérience humaine. Préparer le terrain, les mondes intellectuels d'Einstein et de Bergson. En 1922, Albert Einstein était une figure emblématique de la physique, ayant présenté au monde des idées révolutionnaires qui ont remodelé la compréhension de l'espace, du temps et de la gravité par l'humanité. Sa théorie spéciale de la relativité, 1905, postule que le temps n'est pas absolu mais relatif au cadre de référence de l'observateur. Cette théorie a remplacé la notion newtonienne du temps comme un flux uniforme et universel par un cadre où le temps et l'espace sont imbriqués dans un continuum unique à 4 dimensions. Sa théorie générale de la relativité, 1915, a étendu cette idée, décrivant la gravité comme la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Henri Bergson, quant à lui, était un philosophe célèbre et un intellectuel public dont les idées étaient influentes dans les cercles académiques et culturels. Au cœur de la philosophie de Bergson se trouve le concept de « durée », qu'il a formulé dans des ouvrages tels que Le temps et le libre arbitre, 1889, et L'évolution créatrice, 1907. Pour Bergson, la durée représente l'expérience vécue et qualitative du temps, un processus continu et fluide qui ne peut pas être saisi de manière adéquate par les mesures spatiales et quantitatives utilisées en science. Selon lui, l'expérience humaine du temps en tant que tout dynamique et indivisible contraste fortement avec les constructions fragmentées et mesurables du temps en physique.
Lorsque Einstein et Bergson se sont rencontrés, leurs idées sur le temps étaient déjà largement considérées comme emblématiques de leurs disciplines respectives. Leur débat est donc devenu un symbole du dialogue plus large entre la science et la philosophie. Le cœur du débat, relativité contre durée. La conférence d'Einstein à la Société française de philosophie a exposé les principes clés de sa théorie de la relativité, en particulier la relativité de la simultanéité. Il explique que deux événements considérés comme simultanés du point de vue d'un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre observateur se déplaçant à une vitesse différente. Cette idée a démantelé la notion newtonienne de temps absolu et universel, la remplaçant par un cadre relativiste lié au cadre de référence de l'observateur et à la vitesse de la lumière. Bergson, dans sa réponse, a contesté la réduction du temps à un phénomène purement physique proposé par Einstein. Il affirme que la conception du temps d'Einstein, bien que valable dans le contexte de la physique, ne rend pas compte de la richesse de l'expérience temporelle humaine. Bergson soutenait que le temps, tel qu'il est vécu et ressenti, n'est pas réductible aux abstractions mathématiques des mesures scientifiques. Il affirmait que la théorie d'Einstein ignorait les aspects subjectifs et qualitatifs du temps qui lui donnent un sens pour la conscience humaine. Pour Bergson, la durée est un flux intuitif et non mesurable qui sous-tend l'expérience humaine. Il soutenait que le temps scientifique, avec son accent sur les horloges et les intervalles numériques, est une abstraction dérivée de la réalité plus profonde et vécue de la durée. La critique de Bergson n'était pas un rejet pur et simple de la physique d'Einstein, mais plutôt un appel à reconnaître les limites de son pouvoir explicatif lorsqu'il s'agit d'aborder l'ensemble des phénomènes temporels. Einstein, cependant, a rejeté les préoccupations de Bergson en déclarant de manière célèbre « Le temps des philosophes n'existe pas ». Cette remarque résume la position d'Einstein selon laquelle le temps décrit par la relativité est la seule conception scientifiquement valable du temps. Pour Einstein, les interprétations philosophiques ou psychologiques du temps n'ont rien à voir avec la rigueur empirique et mathématique de sa théorie. Ce rejet brutal des idées de Bergson a mis en évidence un fossé fondamental entre leurs approches. Implication philosophique du débat. Le débat Einstein-Bergson soulève plusieurs questions philosophiques profondes sur la nature du temps et les limites de l'explication scientifique. Un temps objectif ou subjectif. La théorie d'Einstein traite le temps comme une dimension comparable à l'espace, susceptible d'être mesurée et manipulée mathématiquement. Cette conception est intrinsèquement objective et suppose une perspective qui transcende l'expérience individuelle. La durée de Bergson, au contraire, met l'accent sur le caractère subjectif et qualitatif du temps tel qu'il est vécu par les êtres conscients. Le débat met donc en évidence une tension fondamentale entre l'objectivité et la subjectivité dans la compréhension du temps. 2. Réductionnisme et holisme. L'approche d'Einstein illustre le réductionnisme scientifique, qui cherche à expliquer les phénomènes complexes en termes de principes plus simples et plus fondamentaux. La philosophie de Bergson, en revanche, prône une perspective holistique qui s'oppose à la réduction des expériences humaines à des termes purement mécanistes ou quantitatifs. Le débat révèle les défis que pose la réconciliation des méthodologies réductionnistes et holistiques dans la compréhension de la réalité. 3. Le rôle de l'intuition et de l'imagination. L'accent mis par Bergson sur l'intuition comme moyen d'appréhender la durée contraste fortement avec la rigueur empirique et mathématique de la science d'Einstein. Cette divergence met en lumière la question philosophique plus large de savoir si l'intuition et l'imagination jouent un rôle légitime dans la recherche de la connaissance, en particulier dans les domaines où l'expérience humaine est centrale. Contexte plus large et héritage. Le débat Einstein-Bergson n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans un contexte intellectuel plus large qui a opposé la science à la philosophie au début du XXe siècle. L'essor de la physique moderne, qui met l'accent sur la validation empirique et le formalisme mathématique, marginalise de plus en plus les approches philosophiques traditionnelles de la compréhension de la nature. Cette évolution a suscité des préoccupations existentielles quant au rôle de la philosophie à une époque dominée par le progrès scientifique. Le débat a également eu des répercussions culturelles importantes. La critique d'Einstein par Bergson a trouvé un écho auprès de ceux qui estimaient que la vision mécaniste du monde de la science moderne menaçait d'éroder la richesse de l'expérience humaine. À l'inverse, le rejet de Bergson par Einstein reflétait une confiance croissante dans la capacité de la science à fournir des réponses définitives aux questions fondamentales sur l'univers. 3. Le rôle de l'intuition et de l'imagination.
L'accent mis par Bergson sur l'intuition comme moyen d'appréhender la durée contraste fortement avec la rigueur empirique et mathématique de la science d'Einstein. Cette divergence met en lumière la question philosophique plus large de savoir si l'intuition et l'imagination jouent un rôle légitime dans la recherche de la connaissance, en particulier dans les domaines où l'expérience humaine est centrale. Contexte plus large et héritage. Le débat Einstein-Bergson n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans un contexte intellectuel plus large qui a opposé la science à la philosophie au début du XXe siècle. L'essor de la physique moderne, qui met l'accent sur la validation empirique et le formalisme mathématique, marginalise de plus en plus les approches philosophiques traditionnelles de la compréhension de la nature. Cette évolution a suscité des préoccupations existentielles quant au rôle de la philosophie à une époque dominée par le progrès scientifique. Le débat a également eu des répercussions culturelles importantes. La critique d'Einstein par Bergson a trouvé un écho auprès de ceux qui estimaient que la vision mécaniste du monde de la science moderne menaçait d'éroder la richesse de l'expérience humaine. À l'inverse, le rejet de Bergson par Einstein reflétait une confiance croissante dans la capacité de la science à fournir des réponses définitives aux questions fondamentales sur l'univers. Rétrospectivement, le débat Einstein-Bergson peut être considéré comme un précurseur des discussions ultérieures sur la philosophie des sciences et la relation entre les modes de recherche scientifique et humaniste. Des philosophes tels que Martin Heidegger, Edmund Husserl et Gilles Deleuze se sont engagés dans les idées de Bergson, explorant plus avant la nature du temps, de la conscience et de l'expérience humaine. De même, les théories d'Einstein ont inspiré des débats permanents dans la philosophie de la physique, notamment en ce qui concerne l'interprétation du temps et de l'espace-temps. Réconciliation ou divergence ? Malgré leurs profonds désaccords, les perspectives d'Einstein et de Bergson sur le temps ne sont pas nécessairement irréconciliables. Certains penseurs contemporains ont cherché à intégrer les idées des deux points de vue, reconnaissant que le temps peut avoir plusieurs dimensions, l'une objective et mesurable, décrite par la physique, et l'autre subjective et expérimentale, telle qu'articulée par la philosophie. Par exemple, le physicien et philosophe Ilya Prigogine a défendu une conception dynamique du temps qui intègre à la fois les aspects physiques et expérientiels. De même, les discussions modernes en sciences cognitives et en phénoménologie s'appuient souvent sur les idées de Bergson pour explorer la relation entre le temps, la conscience et la mémoire. Conclusion. La rencontre entre Einstein et Bergson reste un symbole puissant du dialogue entre la science et la philosophie. Au fond, le débat reflète des questions persistantes sur la nature du temps, les limites de l'explication scientifique et le rôle de l'expérience humaine dans la compréhension de la réalité. Alors que les théories d'Einstein ont révolutionné notre compréhension de l'univers physique, la philosophie de Bergson nous rappelle la richesse et la complexité de l'expérience vécue, une dimension qui ne peut être entièrement saisie par des équations ou des mesures empiriques. Dans un monde de plus en plus dominé par les paradigmes scientifiques et technologiques, le débat Einstein-Bergson nous rappelle la nécessité d'adopter des approches interdisciplinaires qui respectent à la fois les dimensions objectives et subjectives de la réalité. En revisitant leur échange, nous pouvons continuer à explorer la nature profonde et multiforme du temps, un concept qui se trouve au cœur de l'existence et de la recherche humaine. Parfait, merci Deria pour cette excellente explication. Nous voyons donc déjà le fossé qui s'est creusé entre la science et la philosophie. Bergson croyait en un temps unique, chaque être vivant ou non vivant participant à ce temps unique selon sa propre forme ou durée. Einstein rejette catégoriquement cette idée en affirmant que la durée est un temps psychologique qui n'a rien à voir avec la physique. Par conséquent, la théorie de la relativité générale d'Einstein stipule qu'au sein de l'extension, il existe en effet une multiplicité de temps en fonction de la vitesse relative et de la gravitation. Ainsi, pour Einstein, l'espace et le temps forment un continuum. L'exemple célèbre prouvant théoriquement qu'Einstein a raison est le suivant. Prenons deux personnes avec une horloge idéale, c'est-à-dire une horloge formée d'une source lumineuse tenue par chaque observateur qui rebondit verticalement sur un miroir idéal. La lumière rebondira vers le bas en une seconde exacte, conformément aux lois gravitationnelles de la Terre. Une personne reste sur Terre et observe le temps pulser, seconde par seconde. Le second observateur, quant à lui, se trouve à bord d'un vaisseau spatial qui se déplace rapidement dans l'espace. Ce second observateur,
qui se déplace à grande vitesse, vivra le temps comme s'il se déplaçait beaucoup plus lentement, car son horloge conceptuelle enverra un signal lumineux vers le haut qui restera en arrière en fonction de sa vitesse, et devra envoyer un signal plus long afin d'être vécu comme une seule seconde. En d'autres termes, elle devra créer un triangle en raison de sa vitesse et donc une seconde prendra plus de temps à être vécue. Par conséquent, pour Einstein, il peut exister simultanément une multiplicité de temps étendus. Bergson, cependant, conteste cette idée, soutenant qu'il n'existe qu'un seul temps universel et que les deux observateurs vivent ou participent simplement au temps en fonction de leur propre durée, qui est déterminée par leur vitesse relative ou les conditions gravitationnelles. Comme on le sait, Einstein a rejeté le concept de durée de Bergson, estimant qu'il s'agissait simplement d'un temps psychologique sans rapport avec le monde empirique. En d'autres termes, le temps n'a rien à voir avec la conscience humaine. C'est un fait métriquement mesurable qui préexiste à la conscience. Comment les chiens perçoivent-ils le temps ? Les chiens, nos fidèles compagnons, ont une expérience du monde fondamentalement différente de celle des humains, notamment en ce qui concerne leur perception du temps. Bien qu'ils ne soient pas capables de mesurer consciemment le temps en heures, minutes ou secondes, les recherches suggèrent que les chiens possèdent une compréhension complexe du temps, enracinée dans leur biologie, leur mémoire et leur perception sensorielle. Rythme biologique et perception du temps. Les chiens sont très sensibles aux rythmes biologiques, tels que les cycles circadiens, qui les aident à réguler leurs activités quotidiennes. Ces horloges internes guident leur comportement, notamment lorsqu'ils mangent, dorment ou jouent. Par exemple, un chien peut anticiper l'heure du repas en se basant sur les fluctuations hormonales plutôt que sur une conscience abstraite de l'horloge. Mémoire et conscience temporelle. Les chiens s'appuient sur la mémoire associative pour percevoir le temps. Ils forment des souvenirs à partir de routines et d'indices provenant de leur environnement. Par exemple, un chien peut associer le bruit d'une porte de garage au retour de son maître et réagir en conséquence. Des études ont également montré que les chiens peuvent faire la distinction entre différentes durées, ils se comportent différemment selon qu'ils sont laissés seuls pendant 30 minutes ou pendant plusieurs heures. Cela suggère qu'ils possèdent un sens rudimentaire du temps écoulé, bien qu'il soit davantage ancré dans la mémoire et l'attente que dans le suivi conscient. Les indices sensoriels comme marqueurs de temps. Les sens aigus des chiens jouent un rôle crucial dans leur perception du temps. Par exemple, ils peuvent se fier à l'odeur pour évaluer les changements temporels. La diminution de l'intensité de l'odeur de leur maître dans la maison peut signaler la durée de l'absence de ce dernier. Cette sensibilité sensorielle permet aux chiens d'anticiper les événements et de réagir au schéma de leur environnement. La dimension émotionnelle du temps. Pour les chiens, le temps est étroitement lié aux états émotionnels. Ils vivent dans le présent, réagissant aux stimuli et aux expériences au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cependant, leur capacité à tisser des liens étroits avec les humains et les autres animaux leur permet de ressentir émotionnellement le passage du temps. Les chiens peuvent présenter des signes d'anxiété de séparation lorsqu'ils sont laissés seuls pendant de longues périodes, ce qui souligne leur capacité à ressentir le temps par l'absence et la nostalgie. L'influence de l'homme sur la perception du temps par les chiens. Les routines imposées par les humains façonnent la façon dont les chiens perçoivent le temps et s'y adaptent. Les horaires des repas, des promenades et des jeux créent des schémas prévisibles que les chiens apprennent à anticiper. Au fil du temps, ils développent un sens intuitif du temps basé sur ces routines, même en l'absence d'indices explicites. Conclusion. Les chiens perçoivent le temps d'une manière profondément liée à leur rythme biologique, à leurs souvenirs et à leurs expériences sensorielles. Bien qu'ils ne mesurent pas le temps comme les humains, ils font preuve d'une capacité impressionnante à s'adapter aux schémas temporels de leur environnement et à les anticiper. En comprenant comment les chiens perçoivent le temps, nous pouvons renforcer nos liens avec eux et créer des routines qui répondent à leur perception unique du monde. Le concept de durée d'Henri Bergson et les perceptions du temps. Henri Bergson, éminent philosophe français, a introduit le concept de durée comme une façon de comprendre le temps qui diffère de la conception linéaire et mesurable utilisée en science. Selon Bergson, la durée est l'expérience vécue du temps, un flux continu et qualitatif qui ne peut être divisé en moments discrets ou spatialisé en unités mesurables. La durée, le temps comme expérience vécue. Pour Bergson, la durée représente le temps tel qu'il est vécu subjectivement.
Dynamique et indivisible, elle se caractérise par le chevauchement et l'interpénétration du passé, du présent et du futur. Contrairement à l'horloge utilisée en physique, qui traite le temps comme une série d'intervalles distincts et mesurables, la durée rend compte de la manière dont le temps est ressenti de l'intérieur, un processus de devenir continu. Cette expérience vécue du temps est profondément personnelle et unique à chaque être. La conscience humaine, par exemple, fait l'expérience de la durée à travers la mémoire, l'anticipation et l'interaction des pensées et des émotions. Elle est fluide et ne peut être réduite à des abstractions mathématiques. Différents êtres, différentes perceptions du temps. La philosophie de Bergson souligne que la manière dont les êtres perçoivent le temps et y participent dépend de leur nature et de leur capacité cognitive. Les animaux, par exemple, vivent le temps différemment des humains. Leur perception peut être enracinée dans l'instinct et l'entrée sensorielle immédiate plutôt que dans la compréhension réfléchie, basée sur la mémoire, qui caractérise la conscience temporelle humaine. De même, les êtres ayant des niveaux de conscience ou des rythmes biologiques différents interagiront avec le temps de manière unique. Un oiseau en vol ou une plante qui réagit aux changements saisonniers participe au temps à travers leur propre rythme et flux temporel. Pour Bergson, le temps n'est pas universel comme le suggère la physique, mais est au contraire une réalité vécue, façonnée par l'interaction de l'organisme avec le monde. Implication de la durée de Bergson. Le concept de Bergson remet en question la vision réductionniste selon laquelle tout le temps peut être compris en termes de cadres externes mesurables. Il nous invite à considérer la riche diversité des expériences temporelles à travers les différentes formes de vie. En reconnaissant que les êtres perçoivent le temps et y participent de diverses manières, la philosophie de Bergson élargit notre compréhension de la réalité et souligne la complexité de l'existence au-delà des limites de l'abstraction scientifique. Par conséquent, pour Einstein, il peut exister simultanément une multiplicité de temps étendus. Bergson, cependant, conteste cette idée, soutenant qu'il n'existe qu'un seul temps universel et que les deux observateurs vivent ou participent simplement au temps en fonction de leur propre durée, qui est déterminée par leur vitesse relative ou les conditions gravitationnelles. Comme on le sait, Einstein a rejeté le concept de durée de Bergson, estimant qu'il s'agissait simplement d'un temps psychologique sans rapport avec le monde empirique. En d'autres termes, le temps n'a rien à voir avec la conscience humaine, c'est un fait métriquement mesurable qui préexiste à la conscience. C'est un fait métriquement mesurable qui préexiste à la conscience. En conclusion, nous avons un problème entre la philosophie et la physique qui persiste encore aujourd'hui. Pour Bergson, il n'existe qu'un seul temps mais une multiplicité de durées, chacune différente selon ses capacités biologiques et cérébrales et surtout sa relation au monde environnant. Bergson a insisté sur le fait que la multiplicité des temps d'Einstein dans la relativité confondait le temps absolu et la durée. Einstein a répondu que le temps psychologique ou la durée n'était qu'une chose pour les philosophes qui n'avaient aucune pertinence dans le monde physique. Revenons donc à l'exemple de la fusée. Si nous avons un observateur sur Terre et un observateur simultané qui a voyagé jusqu'à Mars, il y aura dilatation du temps et, pour Einstein, cela est valable pour n'importe quel être ou chose, qu'il s'agisse d'un oiseau, d'un chien, d'un humain ou même d'un robot. C'est absolu. Et les théories d'Einstein se sont avérées empiriquement valables. Prenons l'exemple du rover de Mars. Au-delà du temps de trajet important, lorsque le rover est sur Mars, sa communication avec la Terre est retardée d'environ 3 minutes lorsque Mars est proche de la Terre, jusqu'à 22 minutes lorsque son orbite est la plus éloignée. En d'autres termes, il n'y a pas de communication en temps réel et une certaine forme de dilatation du temps semble donc exister. Toutefois, cette dilatation est également due aux 54 millions de kilomètres que ces signaux doivent parcourir en tenant compte des facteurs gravitationnels. Malgré des films fascinants et divertissants comme Interstellar, où la dilatation du temps a été exagérée à des fins dramatiques, en réalité, la dilatation du temps entre un observateur et un observateur sur Mars serait minuscule, une question de millisecondes, même si Mars dispose d'un champ gravitationnel beaucoup plus faible. En théorie, un trou noir pourrait être tout à fait différent. Mais il ne s'agit là que de spéculation. Bergson a en effet accepté la théorie de la dilatation du temps d'Einstein, tout en affirmant que la différence serait minime. Une personne vivant sur Terre et son homologue sur Mars vieilliraient plus ou moins au même rythme, à quelques millisecondes près. La dilatation du temps serait principalement due à l'énorme distance à parcourir à l'aller et au retour.
Malgré l'aspect pratique évident de la relativité générale, il n'a peut-être pas tort. Comme Deleuze et Guattari l'ont mentionné, les scientifiques jettent un filet métrique sur le chaos du monde empirique, mais cela reste spéculatif. Les philosophes créent des concepts, spéculatifs eux aussi, mais la richesse du concept de durée de Bergson mérite d'être prise en compte. Comme toujours, je vous remercie pour votre temps. Cette semaine, un podcast informel en direct examinera cette question en détail. Bonne année à tous.